Sébastien Dufour est un avocat qui défend les automobilistes. Il dénonce depuis 10 ans le comportement des chauffeurs de fourrière. D'après lui, ceux qui enlèvent nos voitures ne respecteraient pas le code de la route. Nous partons ensemble à la chasse aux infractions. Nous repérons une fourrière. Sur la voiture enlevée devant nous, il manque la plaque lumineuse qui signale que le véhicule tourne ou freine. Et si vous regardez bien, vous avez pas le bandeau lumineux obligatoire pourtant sur la voiture, puisque là, si la voiture de fourrière freine, vous ne savez pas qu'elle freine. Si elle tourne, vous ne savez pas qu'elle tourne. Et vous avez vu que le feu a été passé à l'orange bien mûr, limite rouge. Alors je l'ai passé moi aussi au rouge pour pouvoir suivre le véhicule, mais on va le suivre un petit peu histoire de se rendre compte de la conduite de ce monsieur qui manifestement a l'air pressé puisqu'il empiète allègrement quand même sur la voie de gauche. Donc là c'est le véhicule de fourrière qui klaxonne, il faut le savoir. Je rappelle que de klaxonner en ville est interdit. Le piéton qui voulait traverser, il est prioritaire. Le véhicule de fourrière vient de lui refuser la priorité. Donc le feu passe à l'orange. Regardez, regardez, regardez. Donc on double par la gauche, on brûle le feu rouge. C'est quand même assez exceptionnel. Donc pas clignotant pour tourner. Donc on passe tout le monde par la gauche en refusant les priorités. Regardez, là il est carrément sur la voie de gauche. Voilà, il gêne la circulation puisqu'il s'insère violemment sur la circulation, puisqu'il gêne les autres usagers de la route en forçant la priorité. En 3 minutes de trajet, le chauffeur a commis 7 infractions et ce n'est pas tout à fait fini. Le véhicule va certainement tourner à droite, pas de clignotant, parce que de toute façon il n'est pas visible. Il rentre dans la fourrière, on va aller en chercher un autre. Tu vois, la pêche est toujours bonne par là. Elles sont le cauchemar des automobilistes mal garés. Les dépanneuses de la fourrière. Mal aimées, elles rendent pourtant un service indispensable, un service public. Dégager les voies de circulation. Problème, les fourrières chargées de faire exécuter la loi sont pour certaines devenues des machines à commettre des infractions. Mais il n'y a pas de limite de poids par rapport à ces véhicules? Par rapport à la loi, en principe, si, mais nous, on ne respecte pas la loi. Feux rouges brûlés et excès de vitesse. Des voitures mal sanglées qui peuvent percuter des piétons. Derrière ces dérives, des patrons aux méthodes musclées. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Comme je dis faites quelque chose, faut le faire, faut détruire, monsieur. Si vous voulez pas travailler, vous rentrez chez vous. Des salariés exploités, poussés à faire du chiffre. Le chiffre, c'est tout, faut charger. L'objectif, c'est quoi? C'est en 5 minutes ou 4 minutes, la voiture, faut qu'elle soit chargée et partie. Dans cet univers, les relations sont parfois ambiguës avec les policiers. C'est obligé, les cadeaux de fin d'année, les cadeaux d'anniversaire, et ceci, cela, c'est obligé. Les pick-up de fourrière, une fois chargés, représentent un danger public. C'est pas un permis poids lourd qu'il faut, c'est des cours de conduite sur la glace. Parce que la personne qui va conduire le véhicule, il a intérêt à être doué. Certaines entreprises de fourrière seraient-elles hors de contrôle? Enlever des voitures sur la voie publique est de plus en plus l'affaire d'entreprises privées. C'est le cas à Strasbourg, Nantes, Toulouse, Lyon, Paris et bientôt Marseille et Lille. Toutes les grandes villes françaises y viennent. L'enlèvement des voitures est un marché qui représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour accomplir cette mission de service public, les sociétés de fourrière signent un contrat avec une municipalité ou une préfecture. La société APR, basée à Montreuil, en région parisienne, travaille pour le compte des préfectures de Seine-Saint-Denis et de l'Essonne. Avec une dizaine de chauffeurs, elle enlève en moyenne 30 véhicules par jour. Johan Duchossois a repris l'entreprise familiale. Il nous montre comment fonctionne sa fourrière. APR, bonjour. Oui, Folie, là. C'est ici que sont réceptionnés les appels de la police.
C'est elle qui donne l'ordre d'enlever les voitures. Merci. De rien. 6 véhicules sont en intervention. Dans la pratique du métier, un enlèvement se fait, il faut que ça aille vite en fait. Il faut que ça aille vite parce que voilà, le fonctionnaire est sur place, le fonctionnaire doit pas attendre plus de 20 minutes pour passer à autre chose. Un chauffeur de la société vient d'être appelé par la police. Ludovic enlève 5 à 10 voitures par jour. Alors là, c'est un stationnement gênant, donc un véhicule qui gêne soit un parking ou une sortie de garage. On va bien voir. Et ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Cette jeune femme a alerté la police. Donc il y a une dame qui était bloquée dans son véhicule parce que ce véhicule-là était mal garé en pleine voie. Donc le véhicule était à la possibilité de sortir de sa place de stationnement. Donc on a fait appel à la fourrière pour le faire enlever parce que la dame n'a pas la jouissance de sortie de véhicule. Donc ça va coûter 35 € plus l'enlèvement. Ça fait... L'enlèvement, c'est pas moi, c'est la fourrière. Moi, je suis... L'enlèvement à peu près là, ça coûte combien l'enlèvement? 119 € et 06 centimes. 119,06. Voilà. Et par jour, après, il y a 6 € de gardiennage qui s'accumulent en plus. Le tarif de l'amende va dans les caisses de l'État. L'enlèvement et le gardiennage, payés par l'automobiliste dans celle de la fourrière. Ces montants sont fixés par le ministère de l'Intérieur. Ils varient d'une ville à l'autre. 119 € à Montreuil, comme dans la plupart des villes de France. À Lyon, Marseille et Toulouse, c'est 136 €. À Paris, 179 €. Plus il y a d'enlèvements, plus la société privée gagne de l'argent. Et pour le salaire des chauffeurs, c'est pareil. Nous, on est payé sur les enlèvements de véhicules. Chaque véhicule rentré, ça nous fait monter un chiffre d'affaires en fait. Plus il y aura de véhicules retirés et plus le salaire sera avantageux pour nous, quoi. Chez APR, Ludovic, comme les autres chauffeurs, touche un intéressement. Son salaire mensuel peut varier entre 2 000 et 3 000 €. Il est midi et Ludovic n'a enlevé que 2 voitures depuis ce matin. Si la police n'appelle pas, l'argent ne rentre pas. Après, le problème, c'est ça, c'est que, comme je vous dis, c'est aléatoire, donc ça se peut qu'il n'y a pas de fourrière jusqu'à ce soir, comme il peut y en avoir une ou deux. C'est ça. C'est le risque. Ou à moins d'appeler les fonctionnaires. Vous les appelez un peu ou pas? De temps en temps? Nous, on n'a pas le droit. Mais après, non, c'est ça pour rigoler, mais c'est eux qui nous appellent exclusivement, quoi. C'est pas nous, on reste qu'une fourrière, quoi. À l'image de ces voitures bien rangées, cette société a tout l'air d'une fourrière modèle. C'est l'une des rares à avoir accepté notre caméra. Les sociétés de fourrière sont régulièrement l'objet de critiques dans la presse. Leurs pratiques font parfois polémique. Aucune région de France n'est épargnée. À Lyon, les fourrières utilisaient de fausses plaques. À Bordeaux, un chauffeur dénonce la course au rendement. À Toulouse, la fourrière embarque par erreur un corbillard occupé. Alors, que se passe-t-il en coulisses? Pour le savoir, nous tentons de nous faire embaucher dans une fourrière. La première à nous répondre exerce en région parisienne. Nous filmons l'entretien en caméra cachée. Nous postulons en tant que chauffeur. Apparemment, ce n'est pas le travail qui manque. La responsable qui nous reçoit recherche 3 personnes. Principale qualité demandée, être très disponible. Alors les horaires, il faut savoir, ça peut être variable. La dimanche, on a une opération à 5 h du matin. Il n'y a pas d'horaire fixe, en fonction du travail. Vous pouvez être 2 nuits de temps en temps, pour faire une nuit. Quand je dis une nuit, c'est 23 h à 7 h du matin. Alors on peut travailler samedi dimanche, attention, je vous le dis. Donc si vous travaillez samedi dimanche, vous êtes en repos la semaine, on essaie de faire des repos. Hein. Voilà. Et donc, oui, allez-y. C'est un petit peu aussi à notre demande, si on veut plus travailler, on vous l'indique. Oui, bah oui, mais bon, normalement, on ne doit pas travailler plus de 39 heures sur le papier. Hein. Salaire proposé, le SMIC, 1 149 €.
plus les heures supplémentaires. Diplôme requis, le permis B, et sur le nombre de points, ce jour-là, notre interlocutrice n'est pas très regardante. Et vous avez le permis depuis quand? Depuis un bail. Ouais. Vous avez combien de points? Je dois presque les avoir tous. J'ai jamais eu trop de... Je dois avoir eu un flash... Donc vous avez a priori vos 12 points. Ouais. Oui, ou approchant. Pas loin. Pour être honnête, ça doit être... Voilà. Aucune preuve n'est exigée, notre bonne foi suffit. Après une demi-heure d'entretien, la responsable nous a promis une embauche après une période d'essai. Une semaine plus tard, nous avons rendez-vous pour suivre une formation non rémunérée dans la fourrière. J'ai rendez-vous avec vous ce matin. Elle doit durer 15 jours. Celui qui va nous former n'est pas un moniteur, mais un simple chauffeur. Ah donc t'as commencé aujourd'hui hein. Ah ouais, c'est mon premier jour là. Première matinée. Il y a un deux qui se sont fait virer. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Voilà, dernièrement. À cause de quoi? Ils ont piqué des thunes. À piquer des thunes? Ouais. Comment, enfin... Parce que des fois, quand tu charges un véhicule et que le gars il arrive, des fois il y a des endroits où tu lui rends sur place, le véhicule. Tu fais payer la personne. C'est 117,50. Et t'as des gens qui ont payé en espèces et les gars ils ont gardé les thunes, ils ont regardé. Ah oui, d'accord. De retour au garage, le chauffeur dresse un portrait peu flatteur de certains de nos futurs collègues. T'en as qui sont fous, t'en as qui sont bourrés, t'en as qui fument des joints, t'en as... T'en as eu des morts chez nous. Ah ouais? Ah ouais. Carrément. Ouais, il a pas dit s'est tué, avec son camion. À Paris, il est tombé dans une voie ferrée désaffectée. Son camion. Mais à cause de... Ouais, je vais te bourrer, je sais pas, Ah oui. c'est pas, il y a une enquête. Ce fait divers a même fait la une des pages locales du Parisien. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, le conducteur a fait une chute de 6 mètres avant de s'écraser sur une voie ferrée. Comment expliquer que certains chauffeurs prennent de tels risques au détriment de leur propre sécurité et de celle des usagers de la route? Peu acceptent d'en parler face caméra. Au cours de notre enquête, nous avons essuyé de nombreux refus. Franck a accepté de témoigner à visage caché. Il a quitté la fourrière qu'il employait. Il ne supportait plus les conditions de travail. Selon lui, dans certaines fourrières, c'est la course au rendement, quitte à enfreindre la loi. Il a travaillé pendant plusieurs mois dans cette entreprise. Il a accepté de nous révéler les pratiques dont il a été témoin. Les feux rouges, les sens interdits, tout ça, ça n'existe pas. Le but, c'est charge, faut charger et partir, ramener directement, plus rapidement, là-bas, dans la fourrière. Donc pas de respect du code de la route? Non, pas de respect du code de la route, pas de priorité, c'est stop. Le chiffre, c'est tout, faut charger. L'objectif, c'est quoi? C'est en 5 minutes ou 4 minutes, la voiture, il faut qu'elle soit chargée et partie. Vous imaginez, vous n'avez même pas le temps d'aller chercher un ticket. Si le ticket est au bout de la rue, on a chargé, on est parti. Et selon lui, les chauffeurs percevaient des récompenses. À partir de 5-10 voitures, là, vous commencez à toucher des primes. C'est-à-dire, en gros, 10 € par voiture, 10-12 € par voiture, en plus enlevé selon l'objectif fixé au départ par le patron. Est-ce que c'était des objectifs faciles à atteindre? Non, il faut courir. Pour aller encore plus vite et faire du chiffre, il y a une autre méthode. Enlever en priorité les voitures, près des fourrières. Une pratique que dénonce Sébastien Dufour, cet avocat qui défend les automobilistes. Il nous emmène à proximité d'une fourrière, avenue Foch, à Paris. Vous voyez, à 100 mètres de l'Arc de Triomphe, vous avez un parking qui est ici à gauche et qui sert à l'enlèvement de toutes les voitures du 16e arrondissement et du 8e arrondissement de Paris. Et la problématique, c'est que les riverains se plaignent
parce que les enlèvements sont principalement effectués autour de ce parking. Ça permet des rotations très rapides. Vous sortez de votre parking et vous allez enlever une voiture boulevard Victor Hugo, vous en avez pour 1 minute 30 de circulation, vous revenez, vous la déposez, vous repartez avenue Kléber, vous en avez pour 1 minute 30. C'est très rapide de faire des rotations et de prendre n'importe quelle voiture. Les fourriéristes ne font qu'appliquer les consignes du contrat qu'ils ont signé avec la préfecture de police. Le voici. C'est écrit noir sur blanc. Le contrat exige un taux de réussite des enlèvements supérieur dans les arrondissements où se trouvent des fourrières. 30% contre 22% dans les autres arrondissements. Depuis janvier, la mairie de Paris a repris la gestion de la fourrière. Elle encaisse directement le prix de l'enlèvement des voitures. Elle est donc intéressée aux résultats. Sur 179 €, prix de l'enlèvement, la mairie en laisse un tiers aux sociétés de fourrière et empoche les 2 tiers restants. Philippe Goujon, maire d'opposition du 15e arrondissement, critique depuis plusieurs années ce qu'il appelle une course au profit. Le problème n'est pas tant un problème de quantité que de discernement dans l'enlèvement. Le sujet n'est pas d'enlever des voitures, le sujet est d'enlever les bonnes. Or, jusqu'à présent, l'enlèvement à Paris, c'est la politique du chiffre et c'est la politique du tiroir-caisse, dont l'objectif principal est de remplir les caisses de la ville de Paris. Pour remplir les caisses, les sociétés de fourrière sont sous pression. Si elles ne respectent pas leurs obligations, elles peuvent être sanctionnées lourdement. Dans leur contrat, on trouve une liste interminable de pénalités. S'il n'y a pas assez de véhicules d'enlèvement, c'est 100 € par heure. Si l'intervention dépasse 60 minutes, la société privée devra payer 50 €. Ce contrat a été initialement rédigé par la préfecture de police de Paris. La mairie en a hérité cette année. Christophe Najdowski, l'adjoint au maire chargé des transports, précise que la mairie va corriger le tir. On va aller jusqu'au bout de ces contrats, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2018. Et par contre, on va réfléchir au renouvellement de ces contrats, certainement en mettant d'autres critères, d'autres priorités, de manière à être vraiment dans une politique, non pas du chiffre, mais une politique de mobilité, une politique de sécurité routière qui donne la priorité donc à la lutte contre les incivilités. C'est ça qui nous semble prioritaire aujourd'hui. Nous lui montrons la vidéo du chauffeur qui multiplie les infractions dans les rues de la capitale. Le feu passe à l'orange. Regardez, regardez, regardez. Donc on double par la gauche, on brûle le feu rouge. Vous n'avez pas l'impression qu'en fait ces chauffeurs ne craignent pas la police et agissent en toute impunité alors qu'ils remplissent une mission de service public? Vous posez une question tout à fait juste, puisque auparavant c'était des activités qui étaient censées être contrôlées par la préfecture de police. Et je rappelle que les questions de sécurité routière aujourd'hui et d'infraction routière sont d'abord du ressort de l'État et donc de la préfecture de police à Paris. Sur ce point, nous avons interrogé la préfecture de police de Paris. Elle n'a pas voulu nous répondre. En France, si la plupart des fourrières des grandes villes courent après le chiffre, il y a au moins une exception. À Aix-en-Provence, dans les quartiers populaires, la fourrière n'enlève quasiment jamais les voitures en stationnement gênant. C'est ce que nous montre Charlotte de Buchère, élue d'opposition à la mairie. Regardez, là, ici. Écoutez, c'est pas très compliqué, on va les compter, les voitures qui n'ont rien à faire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons 13, 14, 15, 16. Nous avons 16 véhicules sur la place Raymond Lopez qui n'ont rien à faire là où ils sont et qui auraient toute raison d'être tirés. Où est la fourrière ? Des voitures stationnées de façon anarchique, il y en a partout dans les quartiers périphériques d'Aix-en-Provence.
sur les trottoirs, en face des écoles et même sous les panneaux d'interdiction. Comme ce jour-là, où Charlotte de Buchères est alertée par un habitant. Non mais t'as vu ça? Je sais bien. Et moi alors, comment je fais si je suis une maman avec une poussette? Eh ben, tu fais demi-tour. Je fais quoi? Tu fais demi-tour. Je passe par-dessus? Non mais attends, comment tu veux passer là? Pétard, maman. Et là, les véhicules aussi là-haut, regarde. Ouais, mais c'est partout, je te dis. Et puis, c'est sous le panneau, quoi. Hein. Ça fait un certain nombre d'années. Et les riverains sont excédés. Oui, mais 2 fois, on n'a pas pu sortir de chez nous. On n'a pas pu sortir. La voisine qui a eu un infarctus, une malaise cardiaque, les pompiers n'ont pas pu pénétrer, sont restés là-haut, ils ont monté sur le brancard. Non. Si. Ça ne m'étonne pas. Hein. Et ce matin, par exemple, j'ai encore appelé la municipale. Ah, vous l'avez appelé? Oui, je suis assistante maternelle, donc je vais accueillir des jeunes enfants. Et un enfant qui s'étouffe, une ambulance ne passe pas. Donc je fais comment? Et ils viennent ou pas quand ils sont venus là ce matin? Ce matin, ils sont pas venus. Ils sont pas venus, d'accord. Et vous les appelez souvent comme ça? Quasiment tous les jours dès que c'est plein. Nous avons demandé à la police municipale pourquoi elle n'intervenait pas. Elle a refusé de nous répondre. Nous profitons du conseil municipal d'Aix-en-Provence pour interpeller Madame la maire, Maryse Joissin. Vous dites que la fourrière pourrait intervenir dans ces quartiers. Sauf que les fourrières, elles interviennent aussi dans les endroits où elles ne sont pas caillassées, où il n'y a pas de problème. J'ai tourné en Cadiane, je n'ai pas été caillassée, non, mais madame. parce que vous n'êtes pas une fourrière. Ah bon, c'est les fourrières qui se font caillasser. C'est comme les policiers quand ils arrivent. Vous savez, l'autorité n'est pas bien vue dans certains quartiers. Donc peut-être qu'ils n'ont pas envie. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de trouver des explications. Des explications. Voilà pour la version de la maire. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que cela coûte cher aux contribuables aixois. Le contrat entre la fourrière et la mairie d'Aix-en-Provence est unique en France. La ville promet 7650 enlèvements par an. Si la police municipale en ordonne moins, la mairie doit indemniser la fourrière 100 € par voiture manquante. Joint au téléphone, le patron de la fourrière reconnaît que la mairie a mal calculé son coût. Si la ville demande un certain niveau d'activité potentielle, c'est qu'elle envisage de mettre des véhicules en fourrière. Et après, si elle ne le fait pas, bon, c'est effectivement que le contrat a été mal dimensionné. La mairie sait très bien que la fourrière va lui coûter de l'argent, en gros, c'est ça? Ah, sur Aix-en-Provence, oui. Ouais. On parle que d'Aix-en-Provence, parce que c'est une clause qui n'existe que dans le contrat d'Aix-en-Provence. En vertu du contrat signé par Maryse Joissin, depuis 2013, la ville, et donc ses contribuables, ont payé 464 300 € de pénalité à la fourrière. Les sociétés de fourrière prennent-elles les garanties nécessaires de sécurité avec leurs employés? C'est ce que nous allons chercher à découvrir lors de notre deuxième journée d'immersion dans une fourrière parisienne. Notre formation est censée durer 2 semaines, mais à peine arrivé... Bonjour, enchanté Pierre. Pierre, enchanté. Commencé hier? Ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est bien. C'est moi qui commence à... Le chef d'équipe nous enverrait bien sur le terrain dès aujourd'hui. Il a commencé à charger plus tôt ou pas? Ouais, hier j'ai commencé, ouais. Ah oui. Au pire des cas, quand c'est calme, après vers midi ou même avant, tu lui donnes, il va faire les transferts. Il peut charger ou pas? Est-ce qu'il a commencé? Non, il n'était pas là toute la journée, il était avec 3 heures. Hein. Non, sur la route, non. Sur la route pour l'instant, non. Vous voulez me faire partir où? C'est n'importe quoi. Imagine une voiture se casse la gueule. Non, attends. On va te donner une voiture facile, on va pas te donner une galère au début. Hein. Non, mais bien sûr, mais tu vois, même dans l'idée. Ouais, bah si, ils l'ont fait, hein. Des merdes, mais après, casser plein de voitures, là. Bah ouais, mais en même temps, normal. Les pare-chocs, j'ai travaillé, Nous commençons par le b.a.-ba. Comment sangler une voiture? Une technique cruciale pour la sécurité.
Moi, si je devais attacher cette voiture, je fais ça. Ça, il n'y a rien qui touche la jante, c'est juste la sangle. Ça fait rien. Et là, la voiture, elle ne peut pas sortir, elle va se barrer. C'est une obligatoire. Et une, si ton panier sort, elle peut sortir d'un côté, la voiture. C'est pas une connerie. C'est là qu'on perdait des voitures et ça a écrasé les gens derrière. Ah ouais, merde. Ouais, je ne vais pas te raconter tout ce qui s'est passé parce que sinon tu vas partir tout de suite. Voici le danger que représente une voiture non sanglée. Dans cette vidéo filmée par un passant, le chauffeur de fourrière attache une voiture à la va-vite à l'arrière de son 4x4. Il n'a posé aucune sangle. Dans cette autre vidéo récente, les conséquences auraient pu être encore plus graves. Comme la sangle, cette plaque jaune à l'arrière du véhicule est obligatoire. Elle indique que le chauffeur de la fourrière tourne ou freine. Mais certains conducteurs ne prennent pas le temps de la poser. Une grave infraction au code de la route qui ne semble pas inquiéter notre formateur. Ici, je mets pas la plaque, mais il dit le Valois, parce que je connais les flics. Tu vois? Je connais les flics, pas mes trucs. Et tu peux tomber sur les motards de Nanterre, c'est ça qui craint. Les motards de Nanterre, si t'as pas la plaque, ils veulent te voler. Ah, bien sûr. Mais tu t'es fait voler 2 ou 3 fois par les motards, ils n'ont jamais mis de télé. Après, tu joues, ah ouais, mais je viens de charger, je suis dans la circulation, je marche tout de suite. Je vais mettre la plaque, m'arrêter plus loin. Pico. Voilà, tu peux t'énerver. Selon lui, certains chauffeurs vont encore plus loin. Quand vous roulez sans permis, tu disais? Mais non, quand on roule sans permis, oui, il y en a plein. Ah non, c'était jamais contrôlé, ouais. On verra. Notre formateur ne respecterait pas toujours le code de la route. Et à l'entendre, il ne serait pas le seul dans sa société. Nous décidons d'appeler la responsable du recrutement. Nous l'enregistrons à son insu. Lors des embauches, il n'y a aucune vérification qui est faite sur les permis. On ne vérifie pas le nombre de points de permis des chauffeurs. C'est pas au courant. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais vous, ça peut vous intéresser, c'est quand même votre société. Donc c'est important pour vous de savoir que vos chauffeurs sont dans la légalité, roulent avec des points de permis, non? Ça vous intéresse pas? Oui. Oui, bien sûr, oui. C'est vous qui êtes chargé des embauches, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, c'est 39 heures par semaine. C'est pourtant bien cette femme qui avait reçu notre apprenti chauffeur. Le patron de la société, lui non plus, n'a pas souhaité nous rencontrer. Nous enregistrons la conversation. La plupart des chauffeurs sont en infraction avec le code de la route, tout ça en toute impunité. On ne vérifie pas le nombre de points qu'ils ont sur leur permis. Non, mais c'est n'importe quoi ce qu'on vous dit, mais bon. Donc vous pensez que c'est faux? Vous pensez que ce que je dis est faux? C'est-à-dire que oui, c'est tout exact. Si vous êtes le patron d'une société, vous êtes censé savoir ce que font vos employés quand même. C'est pour ça que je vous dis que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Ça veut dire que vos chauffeurs n'enfreignent jamais le code de la route, mettent bien leurs plaques, sentent bien leur voiture. Bien sûr qu'ils doivent mettre les plaques. Si vous avez constaté qu'un chauffeur ne met pas une plaque, effectivement, c'est un problème pour nous. Là, c'est comme tous les métiers, hein. On n'est pas derrière tout le monde. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas derrière tout le monde, parce que vous assurez une mission de service public. Hein. Mais nous sommes derrière, nous devons des services pour ça, madame. D'accord. Qui sont derrière le personnel pour essayer de s'assurer que les gens font leur travail comme il se doit. D'après le patron, il y aurait donc des contrôles. Cela ne semble pas inquiéter notre formateur. Si par exemple, tu sais, on croise un patron et qu'on n'a pas les plaques de... Un marquage? Ouais. Ils s'en foutent, quoi. Oh, c'est ma responsabilité après. C'est quoi? C'est ma responsabilité, hein. Ah oui, oui. Pourquoi certains chauffeurs de fourrière enfreignent-ils le code de la route en toute impunité? La préfecture de police de Paris a refusé notre demande d'interview. Voici ce que le service de communication nous a répondu au téléphone. Nous avons filmé dans les rues de Paris des chauffeurs qui enfreignent le code de la route, hein, des chauffeurs qui brûlent des feux rouges,
qui ne mettent pas leur plaque et qui n'ont pas l'air d'être contrôlés par la police. Donc c'est sur ce contrôle-là que je voulais avoir des réponses. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est effectivement, il y a plein de conducteurs aussi dans la journée qui font plein d'infractions et qui ne sont pas verbalisés. Et il ne peut pas y avoir assez de fonctionnaires pour être au cul de tous les véhicules qui roulent dans Paris et qui font des infractions. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut dire que les policiers passent parfois plus de temps aux côtés des chauffeurs qu'à leur trousse. À Villemomble, en Seine-Saint-Denis, le stationnement alterné est un casse-tête. Tous les 15 jours, il faut changer de côté et c'est la pagaille. Pour ne pas avoir déplacé sa voiture à temps, Georges a déjà fait 2 voyages à la fourrière. Aujourd'hui, il dénonce les méthodes des policiers et des fourriéristes. Il a fait une vidéo avec son smartphone. Voilà, là on est le 1er février, le jour du changement de stationnement, à 14h43. Et donc là, un remorqueur me voit, il n'est pas content, il se met à me suivre, et puis il m'invective, il me fait « Oh, hé, toi... Oh vous ne filmez pas. Bonjour monsieur. Bonjour, non mais j'ai rendu d'où vous filmez. Je fais ce que je veux, non? Si, je fais ce que je veux aussi. Faites votre boulot, je fais le mien. Ouais, non, t'es rien du tout. Occupez-vous de vos affaires, monsieur. Ouais, t'as raison. Et là, voilà, c'est très intéressant, ce plan-là. Parce que la petite citadine blanche, là, le remorqueur a déjà commencé à travailler dessus. C'est-à-dire qu'il va commencer à la charger et au même moment, voilà, on voit que le policier commence à remplir sa verbalisation. Tout se fait un petit peu dans le désordre, c'est pas la verbalisation et ensuite l'enlèvement. Voilà, ce que je veux mettre en évidence, c'est que les remorqueurs agissent en toute liberté, en toute confiance. On sent qu'ils ont l'appui et le soutien des policiers pour nettoyer la rue et que ce soit vite fait et voilà, que ce soit rentable en tout cas. Mais ce n'est pas légal. D'après le code de la route, la mise en fourrière est prescrite sur proposition de l'agent qui a verbalisé suite à une infraction. En clair, un policier doit d'abord constater l'infraction, puis verbaliser. Ensuite, il doit établir un état des lieux du véhicule. Ce document fera foi si la voiture est abîmée par le chauffeur. Et ensuite seulement, la voiture peut être enlevée. Pourquoi les procédures légales d'enlèvement ne sont-elles pas toujours respectées par les policiers? Au commissariat de Villemomble, la porte restera close. Nous échangeons avec un policier via l'interphone. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, la police met le PV et fait l'état du véhicule, alors que le véhicule est déjà embarqué sur la voiture de fourrière. Donc, oui, madame, du moment que c'est constaté, on remplit la fiche d'enlèvement juste après. Mais la fiche d'enlèvement, elle doit être faite avant que la voiture soit enlevée. Sinon, il y a un problème de procédure. Non, il n'y a pas de problème de procédure. Les collègues ils constatent l'infraction, la fourrière est directement sur place, ils enlèvent le véhicule et à la fin, ils font l'état du véhicule. Mais si le véhicule est déjà sur le... Du moment qu'il est accroché, le véhicule, l'enlèvement a été fait. Donc l'infraction est constatée. Après, qu'il soit sur le plateau ou qu'il soit sur la voie publique, la fiche d'enlèvement, peu importe. Mais est-ce que vous craignez pas d'être attaqué par un tribunal administratif pour faute de procédure et d'enlèvement? Vous pouvez toujours entamer une procédure. Si votre véhicule était enlevé, vous pouvez contester, il n'y a aucun souci, madame. Nous tentons notre chance un cran au-dessus à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Jean-Sébastien Lamontagne est le sous-préfet. Il a accepté de nous recevoir, assisté de 3 collaboratrices. Donc ça, c'est un habitant qui nous a alertés. C'est lui qui a filmé. Hein. Donc on a regardé ses vidéos précisément. On se demandait si c'était très légal tout ça. Le remorqueur a déjà commencé à travailler dans le désordre. C'est pas la... Alors, ce que je peux dire, c'est que la procédure normale telle qu'elle est prévue par les textes, c'est clairement une constatation qui est suivie, en effet, d'un appel aux fourriéristes qui procèdent à l'enlèvement. Donc là, les policiers ne font pas leur travail comme il faut, là.
il y a une volonté de traiter les choses autant que possible, dans un délai qui puisse effectivement aussi... Enfin, il y a une volonté d'aller vite. D'accord. Le travail est un peu bâclé, on va dire. C'est ça. Les procédures sont un peu bâclées dans ce sens-là. Moi, j'étais au commissariat de Villemomble, là. C'est vous qui le dites, mais bon. Non? Vous pensez pas? C'est vrai que c'est notre responsabilité que d'essayer de veiller à ce que ce système de fourrière, qui est complexe, qui est compliqué, fonctionne bien. Ah oui, il faut que je vous rende votre micro. Dans la lutte contre les infractions au stationnement, chauffeurs de fourrière et policiers travaillent main dans la main. Cet ancien chef d'équipe de fourrière entretenait avec les policiers et les contractuels ce qu'il appelle l'amitié. C'était l'une de ses missions. Au fil du temps, il y a une amitié qui se crée, quoi. Par exemple, des fois on est là, on va pour charger, il y a quelqu'un, il vient, il les insulte de tout l'élan. On prend la défense des pervenches. À un moment donné, ça devient des... Il y a une amitié qui se crée, en fait. On force un peu l'amitié, des petits cadeaux, des choses qui sont... Ah, c'est obligé, les cadeaux. Cadeaux de fin d'année, les cadeaux d'anniversaire, et ceci, cela, c'est obligé. Hein. C'est-à-dire? Des petits déj royal, jus d'orange pressé, des croissants au beurre, un peu de tout, quoi. Pour que eux, ils grattent. Gratter, c'est c'est le jargon de la fourrière. Gratter des véhicules, ça veut dire mettre des PV et puis fiches d'enlèvement. Mais c'était régulier ou? Régulier quand on voyait que ça ne marchait pas. Cette course aux enlèvements débouche parfois sur des conditions de travail à la limite de la légalité. Cette question fait rarement la une des médias. C'est arrivé une seule fois, en 2015, à Lyon. Les salariés de la fourrière privée de la ville sont à peine plus d'une dizaine. Ils vont bloquer leur entreprise pendant 2 mois et demi. Tous les plannings, l'ambiance, beaucoup plus de difficultés dues à la pression. On a la pression du terrain habituel, mais on a la pression dans l'entreprise maintenant, des rabaissements, des insultes. Donc on n'en peut plus, on est tous à bout à cran. Une partie des salariés de Lyon a obtenu gain de cause. Les autres sont en procès au prud'homme. Nous retrouvons Franck, le chauffeur de fourrière. Il dénonce lui aussi les conditions de travail et la pression exercée par son patron. Il ne voulait pas voir en fait qu'un seul dépanneur un seul fourriériste ou dépanneur sans voiture sur son plateau. Pour lui, c'est pas normal et non-stop. On a limite même pas l'occasion de s'arrêter pour manger. Si on mange pas, on s'occupe de ramasser des voitures et ensuite on va manger. Et encore, s'il a décidé. Au début, Franck ne rechigne pas à travailler jusqu'à 70 heures par semaine. Oui, vous allez être payé, vous allez avoir des gros salaires, c'est-à-dire 2000 € net par mois. Après, les heures sup sont payées, tout est clair. Après, une fois qu'on est dedans, à la fin du mois, quand vous voyez votre paye, on ne vous donne même pas le SMIC. Travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la paye ne suffit pas du tout. 6 jours sur 7, à raison de 12 heures par jour, cela fait 300 heures par mois. C'est illégal. Nous nous sommes procuré une fiche de paye de l'entreprise. Les salariés sont déclarés le plus souvent 186 heures à 13 € de l'heure, soit 2445 € par mois. Mais avec les 300 heures de travail réellement effectuées, le taux horaire tombe à 8 €. C'est beaucoup moins que le SMIC. D'anciens salariés de la même fourrière se plaignent aussi d'un management musclé. L'un d'eux nous a remis un enregistrement où l'on entend le patron donner des ordres à la radio. Dix salariés ont attaqué la fourrière au prud'homme. Leur avocat parle d'un dossier délicat.
Vous aviez des conditions de travail effectivement extrêmement difficiles, avec des pressions, des insultes, parfois même des menaces. Certains sont venus voir dans un état de mal-être fort. Certains chauffeurs vivent avec la menace permanente d'être licenciés. Dans les contrats, une clause leur impose une obligation de résultat. On voit bien qu'au fur et à mesure des contrats apparaît une clause d'objectif, à savoir qu'ils devaient procéder impérativement à l'enlèvement d'au moins 10 véhicules par jour. Cet objectif ne dépend pas des salariés, mais des fonctionnaires de police. Et pourtant, il est indiqué dans le contrat que si le salarié n'atteint pas cet objectif, il pourra, le cas échéant, être procédé à son licenciement. L'avocat a obtenu des indemnisations pour les chauffeurs licenciés. Leur ancien patron a été condamné plusieurs fois au prud'homme. Nous l'avons contacté au téléphone. Allô? Oui. Vous avez une petite minute? On a découvert des clauses abusives dans les contrats que vous faisiez signer aux chauffeurs, notamment des objectifs de 10 voitures par jour, alors que c'est des objectifs irréalisables puisque ça dépend de la police. Irréalisable. Madame, je vais vous laisser, malheureusement, c'est bon. Non mais il n'y a pas que ça, on a filmé... Non mais attendez, on a filmé vos chauffeurs qui enfreignent le code de la route en 5 minutes, ils commettent 7 infractions. Allô? Allô? Conditions de travail au rabais et matériel au rabais. Dans leur course aux économies, certaines compagnies de fourrière sont peu regardantes sur la sécurité. Lorsque votre véhicule part à la fourrière, c'est soit sur un camion plateau comme celui-ci, soit derrière un 4x4 équipé d'une grue. Le camion coûte environ 200 000 €, il doit être contrôlé tous les ans et le chauffeur doit avoir un permis poids lourd. Le pick-up coûte 100 000 €, moitié moins, et pas besoin de permis poids lourd pour le conduire, seul le permis B suffit. Le problème avec le pick-up, c'est le risque de surcharge. Quand il faut enlever des véhicules lourds, l'avant de la voiture fourrière se soulève. Dans cette vidéo, un autre chauffeur a eu les yeux plus gros que le ventre. Son 4x4 se soulève et la voiture à l'arrière, elle, ne bouge pas. Un risque qui ne semble pas troubler notre formateur. On a le droit de prendre des gros véhicules? Ah ouais, j'en ai fait. Bah oui. Qu'est-ce que t'appelles gros véhicules? Bah, je sais pas, des grosses camionnettes. Ah, les prends, bah oui. Mais il n'y a pas de limite de poids par rapport à ces véhicules? Par rapport à la loi, en principe, si, mais nous, on ne respecte pas la loi. Tout ce que le camion il peut lever, on le prend. Après, si le camion ne lève pas... Et ça t'est jamais arrivé de soulever l'avant du camion? Si. Sur Instagram, ce chauffeur est très fier d'exposer son tableau de chasse. Une Bentley, une Rolls et une Ferrari capturée par un petit 4x4 fourrière. Cela peut faire sourire, mais ces enlèvements posent un problème de sécurité. À Annecy, un homme en a fait son combat. Alain Bonzi est fourriériste. Il veut faire interdire l'utilisation de ces véhicules 4x4 pour les fourrières. Lui a investi dans la sécurité avec des camions à 200 000 €. Nous nous rendons dans un garage spécialisé dans le contrôle technique. En présence d'un huissier, il veut nous démontrer que tous ces 4x4 sont hors la loi et dangereux. Alors, le but aujourd'hui, c'est de faire constater la non-conformité de ce véhicule. Ces véhicules aujourd'hui sont des véhicules dangereux à la circulation qui permettent d'embaucher des gens non qualifiés du jour au lendemain. D'accord. À l'origine, ce 4x4 pèse 2400 kg sans sa grue. Avec une charge supplémentaire, le véhicule n'est pas autorisé à dépasser les 3000 kg.
C'est même écrit sur cette plaque posée par le constructeur. Combien pèse le véhicule une fois équipé de sa petite grue? Là, on a tous les poids, donc il fait 3 tonnes le véhicule. À vide, il fait 3 tonnes. Avec son équipement, le véhicule de fourrière atteint déjà le poids maximum autorisé. S'il charge une voiture, ce poids est dépassé. Il est hors la loi. Démonstration avec cette petite citadine. Oui. Au niveau du poids, on est 3 tonnes 386 en total. 3 tonnes 386 en total. Avec ses 386 kilos de trop, le véhicule de fourrière est tout simplement interdit à la circulation. C'est bon ? Si le véhicule chargé est encore plus lourd, c'est au tour du chauffeur de tomber dans l'illégalité. Voici pourquoi. En France, un permis B permet de conduire des véhicules pesant au maximum 3,5 tonnes. Au-dessus de 3,5 tonnes, on change de catégorie. Il faut un permis poids lourd pour être en règle. En chargeant cette berline, l'attelage change de catégorie. Combien là? 3 tonnes 8. La masse? La masse globale, ouais. La masse globale, 3 tonnes 8. Là, vous êtes en poids lourd. Puisque en France, jusqu'à 3 tonnes 5, c'est du VL, voiture. 3 tonnes 8, c'est du poids lourd, permis spécial poids lourd. Et normalement, tout un tas d'équipements de sécurité supplémentaires sur le véhicule parce que c'est un poids lourd. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce cas de figuration-là, si c'est un conducteur qui a un permis VL qui est assis au volant, il est en défaut de permis, il n'a pas de permis. Avec son dernier test, Alain Bonzi va nous montrer comment l'attelage peut se transformer en danger public. Le pick-up charge cette fois un monospace. L'ensemble pèse 3 tonnes 848. Voici ce qu'il se passe quand le pick-up soulève le véhicule. L'arrière s'enfonce, tandis que l'avant s'allège et se soulève. Avec un tel poids, les pneus n'adhèrent plus à la route. Dans notre garage, il se passe exactement la même chose. On voit clairement l'avant du pick-up se soulever et le pneu perdre en adhérence. La direction, tellement qu'elle est délestée, on peut la tourner tout seul avec un doigt. Ok ? Ça a comme incident, ça Ben, c'est un véhicule incontrôlable, tout simplement. Selon le garagiste, le 4x4 ainsi chargé est impossible à conduire. Bilan du test, c'est que le véhicule, on a perdu en efficacité de freinage. On a encore perdu plus de direction sur le train avant. Là, c'est pas un permis poids lourd qu'il faut, c'est des cours de conduite sur la glace. Parce que la personne qui va conduire le véhicule, il a intérêt à être doué. Trop lourd, dangereux. Ces 4x4 ne devraient pas être autorisés à enlever des voitures. Sébastien Dufour, l'avocat motard, dénonce ces risques depuis longtemps. Le danger, il est très 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 important. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'étais en moto derrière un véhicule de fourrière qui était en parfaite illégalité. Il tractait une camionnette et il est passé devant une école. Si un gamin avait traversé devant le véhicule de fourrière, comme le font d'ailleurs les gamins parfois sans faire attention, je vous assure que le véhicule de fourrière ne pouvait pas s'arrêter. On comprend bien qu'il y a un problème. Mais comment expliquer que ces véhicules, potentiellement dangereux, soient commercialisés? Nous nous rendons chez le plus gros fabricant de voitures fourrières en France. Avec la complicité d'un garagiste, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Bonjour. 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 Et OK là pour votre 4x4 ? Vous en vendez beaucoup ou pas? Ouais, on en a déjà fait 230. Juste des Isuzu, hein, sans compter les 4x4 Toyota ou compagnie. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est... De toute façon, pour la fourrière, il n'y a pas d'autre solution. Bah, c'est ce que tout le monde prend. Là, il est une bonne commande, il est déjà signé. Là. Le véhicule tout équipé coûte un peu moins de 100 000 €. Ça soulève des grosses voitures, tout ouais, ça. Ça lève tout ce que... Alors, je veux dire, le bras, il n'arrêtera jamais, lui.
D'accord. Hein, le seul truc qui va t'arrêter, c'est quand les roues de devant de la dépanneuse vont te toucher par terre. Ah, et alors là, on fait quoi quand tu vas c'est que tu peux pas le prendre. Il arrive un moment... Ouais. Ça peut arriver, ça? Ah bah oui, ça peut arriver, oui. Donc là, si les roues de devant sont levées, après, on peut plus avancer, quoi. Ah bah, tu peux avancer, mais tu peux plus diriger. C'est pas le but. C'est gênant. C'est surtout dangereux. Mais le vendeur nous rassure, ça n'est jamais sanctionné. Et pour cause, la gendarmerie et la police seraient équipés des mêmes véhicules. Il n'y a personne aujourd'hui, excusez-moi l'expression, qui a des couilles pour dire bah moi, on signe en bas comme quoi on ne veut plus voir de 4x4 avec des voitures derrière. Mais il n'y a personne qui pourra le faire, ça. Tu te rends compte le bordel que ça va faire? C'est un truc de fou. Déjà, c'est un marché économique terrible. Et puis, c'est toutes les fourrières municipales, la fourrière de Paris. Toutes les fourrières de Paris ne bossent qu'avec du 4x4. En fait, ils veulent surtout pas se mouiller parce que la police, ils ont des Toyota. La gendarmerie, ils ont des Toyota. Dans toutes les polices municipales, il y a des Isuzu. Donc aujourd'hui, eux, ils sont déjà en faute. Tu vois ce que je veux dire? Ils le savent très bien que tu roules en surcharge en permanence. Les véhicules de fourrière de ce constructeur sont homologués par un service de l'État, la DREAL. Il dépend du ministère de l'Écologie et des Transports. Nous avons fait une demande d'interview. Elle est restée sans réponse. L'avocat Sébastien Dufour a interpellé les pouvoirs publics sur la dangerosité de ces véhicules. Depuis 2014, j'ai écrit à la préfecture, au drill, à l'UTAC, au maire du 16e, au maire du 15e, à la maire de Paris, et on m'a dit, on allait me répondre et m'apporter des réponses juridiques qui me démontrent que j'ai tort. Ben, j'attends toujours. À la mairie de Paris, nous avons montré le courrier de l'avocat à l'adjoint au maire chargé des transports. Christophe Najdowski semble découvrir l'affaire. La plupart des 4x4 fourrières sont en surcharge dans les rues de Paris actuellement. À partir du moment où on enlève une voiture, on est en surcharge. Il faudrait enlever peut-être mais comment se fait-il que ces véhicules donc, soient habilités à enlever des véhicules dans ce cas-là? Je vous retourne la question. Je vous le demande. Donc est-ce que vous allez peut-être alerter le ministère des Transports pour savoir pourquoi ces véhicules sont homologués, circulent dans les rues de la capitale alors qu'ils représentent un danger? Déjà, je vais prendre connaissance du message que vous m'envoyez ici, donc, puisque je ne le connaissais pas. Donc, puis on va enquêter. Oui. À l'heure où les automobilistes sont de plus en plus contrôlés et verbalisés, quand les fourrières vont-elles devoir, à leur tour, se plier aux règles ?